Je suis avec Jean-Christophe Hu, qui est le réalisateur d'un documentaire qui s'intitule Sur la piste de Uping. Jean-Christophe, bonjour. Bonjour, bonjour. J'ai regardé avec beaucoup d'intérêt et d'émotion votre documentaire qui s'intitule, je le rappelle, Sur la piste de Uping. Il est vraiment passionnant et émouvant. Qu'est-ce qui vous a incité à réaliser ce documentaire ? Qu'est-ce qui m'a incité à réaliser ce documentaire ? Comment dire les choses ? Je suis d'origine chinoise, mon nom chinois en atteste. Donc il est clair que je me posais des questions depuis toujours, quasiment depuis toujours. Il se fait aussi que la vie étant ce qu'elle est, j'ai rencontré une partie de ma famille chinoise il y a une bonne dizaine d'années, et les rencontrant, je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant de voir ce qu'il en est de mes propres origines. Alors il y a des hasards aussi qui sont accumulés, il y a aussi plein de choses qui sont venues en plus de toutes ces choses qui m'ont fait redécouvrir ce que je suis. C'est-à-dire, je suis un petit-fils d'immigrés. Je me suis redécouvert. Ça ne se voit pas trop, hein ? Ah, moitié quand même. Enfin, ou un quart en tout cas. Je suis un quart chinois que j'assume avec beaucoup de plaisir. Vous êtes un quart chinois et trois quarts européens, on va dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça, et j'assume les deux avec beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir. Bien sûr. Alors, sur la piste de Uping, tout d'abord, qui est Monsieur Uping ? Alors, Yubin, c'était mon grand-père chinois. Voilà. Alors pourquoi était-il venu en Europe ? C'est ce qu'on voit dans le film. Hein. Alors mon grand-père est venu dans les années 20 en Europe dans un contingent, je vais appeler ça comme ça, de jeunes Chinois envoyés de Chine en France, en l'occurrence, en Europe, en France, pour faire des études, apprendre, et puis revenir au pays pour participer à la reconstruction de la Chine. On est dans les années 20 à l'époque. C'est l'époque aussi où des grands personnages chinois comme Deng Xiaoping ou Xu Enlai viennent aussi pour apprendre, mais aussi quelque part pour participer à la prise de conscience des jeunes Chinois installés en France. Prise de conscience de leurs origines et de la nécessité de construire une Chine libre et indépendante. Et pourquoi cette volonté farouche de construire une Chine libre et indépendante ? Quelle était la Chine de l'époque ? Mais la Chine de l'époque, c'est une Chine qui est occupée, c'est une Chine qui est colonisée. L'Occident est présent, les États-Unis sont présents, la Chine est un vassal du monde. Et pour les intellectuels chinois, les jeunes Chinois qui venaient en France notamment, il était temps de mettre un stop à cette situation-là. Sun Yat-sen avait commencé, bien entendu, mais il y avait des choses à prolonger, à recommencer aussi. Et c'était l'état d'esprit, en l'occurrence, de mon grand-père et de ces jeunes Chinois qui, à l'époque, dans le cadre d'un mouvement qui s'appelait le mouvement Travail-Études. Travail-Études, hein. Voilà. En quoi consistait-il ? Ce sont pour faire court, des intellectuels chinois progressistes qui décident d'investir des fonds, enfin on appelait ça comme ça, d'aider des jeunes Chinois, même des Chinois pauvres. Mon grand-père faisait plutôt partie des Chinois pauvres, des jeunes Chinois, à faire des études pour participer à la construction de la Chine dans une perspective évidemment progressiste. Alors, votre grand-père était pauvre, dites-vous. Alors, j'ai aperçu dans le film une photo où on voit votre famille, votre arrière-grand-mère, c'est ça ? Votre arrière-grand-mère, votre arrière-grand-père, et les sœurs et les frères de votre grand-père. Et moi, j'ai l'impression que votre grand-père était issu d'une famille plutôt riche. Pourquoi je vous dis ça ? Ça va vous faire rire peut-être. C'est parce que, à un moment donné, je suis restée, je me suis focalisée sur les pieds bandés de votre arrière-arrière-grand-mère. Ce que j'ai appris quand j'étais petite, c'est que les femmes de condition dans la Chine ancienne, avaient les pieds bandés parce que c'était un signe extérieur de richesse. Alors vous dites que votre grand-père était issu d'une famille pauvre, je ne comprends pas très bien. Bon, je suis peut-être un petit peu... c'est une question un peu, on va dire... je cherche la petite bête, on va dire ça comme ça. Mais pauvre... L'explication vient en fait tous les renseignements, beaucoup de renseignements familiaux viennent aussi de ma famille chinoise, qui m'ont parlé aussi de la famille. Tout n'est pas venu de moi, il y a des choses que j'ai lues, il y a des choses que je suis allé chercher, des informations que je suis allé chercher. Vous avez encore de la famille en Chine aujourd'hui ? J'ai de la famille en Chine aujourd'hui, bien entendu, notamment à Tianjin, à Beijing, et à Changsha aussi. Et j'ai appris donc que mon arrière-grand-père était en fait un petit marchand ambulant dans les rues.
Donc il faisait ce qu'il pouvait pour vivre et pour survivre. Simplement, il a voulu à un moment donné faire en sorte que son fils, mon arrière-grand-père, fasse des études. C'était très intelligent. C'était très intelligent et très, très important aussi. Très important. Alors, j'ouvre une petite parenthèse. Ce que vous dites est tout à fait vrai. Ça correspondait exactement à la réalité de la Chine de l'époque. C'est que, en général, les parents poussaient leurs enfants à faire des études quand ils avaient les moyens de leur payer les études. Pourquoi ? Parce que c'était on va dire, c'était presque l'unique moyen de s'élever dans l'échelle sociale. Voilà, c'est exactement ça. Et mon arrière-grand-père est donc allé faire des études, notamment au Japon, des études d'ingénieur. Et à l'époque, au Japon, il y avait des mouvements qui étaient patriotiques, qui ont participé après à la révolution de 1911, autour de Sun Yat-sen. Donc, on peut dire, j'imagine que mon arrière-grand-père a pu prendre un petit peu plus d'aisance sociale, mais il est d'origine très pauvre. Et mon grand-père vient de cette famille-là. Mais ce que j'ai entendu de la part de ma propre famille, c'est qu'on n'a jamais vécu dans l'opulence. On n'a jamais vécu dans l'opulence. Mon grand-père, à mon avis, a dû bénéficier de l'aide du mouvement travail-études parce qu'il n'était pas assez fortuné pour payer lui-même le déplacement, aller à l'étranger, aller aux États-Unis où c'était beaucoup plus cher. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Alors, vous me faites penser un petit peu à mon histoire personnelle parce que moi, je suis venue en France dans les années 80. C'était l'époque où Deng Xiaoping a ouvert les portes de la Chine à l'Occident. Et à l'époque, la Chine, c'était encore un pays très fermé. Et pour venir en France, j'ai dû passer un concours et après obtenir une bourse de l'État chinois. C'était peut-être le cas de votre grand-père. Ça s'est sans doute passé d'une manière équivalente, bien sûr. Bien sûr. Il y a des supposés. Et dans mon film, il y a des pointillés, des choses que je ne peux qu'imaginer ou que je ne peux que prolonger en faisant des parallèles, des similitudes. Voilà. Le film, c'est vraiment je suis sur la piste de Yubin et sur cette piste, je vois des grands poteaux indicateurs très clairs et parfois je vois des choses qui sont un petit peu dans le brouillard et que j'essaye moi-même de clarifier autant que possible. Et c'était ça l'idée du film, hein. Voilà. C'était de reconstituer, on va dire, un pan de l'histoire de votre famille. C'était un petit peu ça. Oui. Je mélange un petit peu ici les considérations, mais quand l'une des grandes motivations du film, bien entendu, c'était ce que j'ai redécouvert de ma propre situation. Je suis un petit-fils de l'immigration. Je suis un immigré de deuxième génération. Mais une autre grande motivation, c'était un cadeau magnifique que mon père m'a fait quelques années avant sa mort. C'était, en l'occurrence, des lettres. J'ai pris ça comme un cadeau formidable. Mon père m'a donné les lettres de son propre père, les lettres que Yubin, retourné en Chine, avait écrites à son fils pendant des années, des décennies. Donc de Chine en France, puis de Chine en Belgique, mon grand-père a écrit. Et mon père a gardé tout ce courrier-là. Et un jour, mon père me donne ces lettres-là. Et je le prends comme un cadeau merveilleux. Je rentre chez moi avec ces lettres. Je commence à les lire. Je suis pris par l'émotion, je monte dans ma chambre, je m'installe, je lis, je relis et je relis ces lettres. Ça m'a pris plusieurs jours, je les classe. J'ai ressassé tout ça à l'infini et je me suis rendu compte qu'à travers les lettres de mon grand-père, à travers le destin particulier d'un homme, il y avait l'histoire de la Chine derrière, il y avait l'histoire de l'Europe derrière, il y avait l'histoire de l'humanité quelque part derrière tout ça. Exactement. Donc Yubin, pour moi, à un moment donné, est un prétexte magnifique. J'ai appris à aimer de manière intime maintenant mon grand-père. Ce n'est plus une abstraction. Je suis allé dans l'intimité d'une personne. Les lettres, c'est extraordinaire, un courrier. En fait, on les voit, ce sont les lettres rédigées sur... Parfois papier de riz. Papier de riz, et en fait, c'est du papier un peu jauni par le temps, c'est ça. Hein. Et on vous voit les lire, le visage très sérieux. Ému en l'occurrence. Oui, ému, c'est ça le mot ému. Et en fait, est-ce que vous, en lisant ces lettres, est-ce que vous arrivez à comprendre les rêves de votre grand-père? Parce que quitter un pays à l'époque, c'était pas évident. Et pour venir en France, il avait fallu une motivation très forte. Et il devait avoir un rêve, ou des rêves. Est-ce que vous les comprenez? Ah, tout à fait, oui. Mais je comprends, en l'occurrence, que ça a dû émerger très fort à l'époque de mon arrière-grand-père. Quand mon arrière-grand-père prend part à la Révolution
autour de Sun Yat-sen. Il y a un C'était un désir. militant, non? C'était un militant. On vient d'une famille de militants, quelque part, bien entendu. Toute ma Oui. famille est militante en Chine encore aujourd'hui. Ma Encore famille, aujourd'hui, oui. encore aujourd'hui, ma famille belge, belge aussi, mais c'est encore un autre Une autre domaine. histoire, Mais oui. je viens effectivement d'une famille militante, donc j'imagine que mon grand-père était nourri de l'ambiance familiale créée par son propre père, donc mon arrière-grand-père, Yuan Dong, et qu'en venant en France, venir en France n'était pas innocent non plus. Hein. Dans l'esprit, Justement. la France à Pourquoi la l'époque France, était hein c'était symbolique. Le pays des Lumières. C'était le pays des Lumières, c'était aussi le pays de la Révolution. C'était le pays de la grande révolution française Bien de sûr. 1789. Donc c'était pas innocent venir en C'était pas France. innocent. Ça voulait dire quelque chose. Donc mon grand-père venant en France a le désir d'apprendre, bien entendu, de se former pour aller participer à la construction de la Chine occupée par l'Occident, et quelque part se nourrit aussi de ces rencontres ici, et veut participer à la prise de conscience, je ne veux pas dire nationale, je préfère le mot patriote, la prise de conscience patriotique Surtout des jeunes patriotique, Chinois. hein. Voilà. Et il participe comme ça à la mouvance à laquelle a participé des grandes personnes comme Shunai notamment, qui a créé le Parti communiste chinois d'Europe. Donc, Et vous dites, Deng Xiaoping, il s'est ils se passé sont beaucoup de rencontrés à choses. cette époque. Pourquoi il a choisi de vivre à Liège alors qu'il était venu pour faire ses études en France, hein? Ça, C'est c'est un un peu le mystère, hasard. hein. C'est pas vraiment un mystère. J'ai fini par comprendre en lisant le courrier de mon grand-père, mais aussi en retrouvant du courrier qu'il avait écrit à un prêtre belge Oui. qui s'appelle le père Leb, Vincent Leb. On le voit dans le film. On le voit dans le film. documentaire. Oui, tout à fait. Oui. Je Et ce comprends. prêtre-là a joué un rôle particulier dans sa vie. Tout à fait, oui, oui. Allez-y, C'était alors. c'était un prêtre. À l'époque, l'Occident occupe la Chine. Évidemment, le christianisme occupe aussi la Chine. Bien Hein, sûr. hein, ils ont des Même intérêts. mon père, hein, il a dû faire des études dans une école catholique. Je me souviens Ouais. très bien, c'est là qu'il a appris l'anglais. Voilà. Il était catholique Ah ouais, à ah l'époque, hein, maintenant. Tout à fait. Il a changé Oui, oui, je d'idéologie. comprends. Ouais. Alors, ce Mais à prêtre-là- l'époque, donc, le christianisme est installé en Chine pour des raisons idéologiques, ça c'est évident. Mais il se fait qu'il y a un prêtre qui est renvoyé belge, qui est renvoyé de Chine en France avec la mission de s'occuper des jeunes Chinois venant en Europe. Au fur et à mesure de mon enquête à la découverte des lettres, je me suis rendu compte que ce prêtre belge avait effectivement des intérêts précis dans la tête, mais j'ai senti une très grande sincérité dans son esprit. Le prêtre belge Vincent Leb était un homme sincèrement amoureux de la Chine et sincèrement amoureux des Chinois. J'ai beau ne pas être chrétien moi-même, je suis moi-même communiste, mais j'ai senti beaucoup de sincérité dans le chef de ce prêtre-là, que je respecte beaucoup quelque part. Mais j'ai Quelqu'un de compris- très humain. Très, très humain, absolument très humain. Il défendait les intérêts de l'Église, c'est évident, mais il était très humain, très, très, très humain, ça j'en suis certain, j'en suis certain. Et en lisant les lettres qu'il a eu échangées avec mon grand-père, le prêtre belge, je me suis rendu compte que mon grand-père lui écrivant, mon grand-père commençait à s'impatienter. Il était envoyé dans une école de Rennes, dans une école secondaire, alors qu'il était beaucoup plus âgé. Mais lui, ce qu'il Il voulait avait faire, c'est... 17 ans, non? Il avait à peu près 20 ans. À peu mais il se près 20 trouvait ans. avec des très jeunes enfants, parfois. Alors, Et j'ai pourquoi trouvé- justement? Parce que franchement, bon, je n'ai pas compris, hein. J'ai vu le film et c'était un épisode particulièrement intéressant qui a marqué en fait l'esprit de votre grand-père, hein. Et ça explique aussi ses souffrances, hein, si Ouais. j'ai bien compris. Et pourquoi on l'a mis dans un collège avec des enfants alors qu'il avait déjà 20 ans? Vous avez une explication Oui, aujourd'hui? oui. D'abord, on voulait le mettre on voulait faire en sorte qu'il apprenne la langue française. Ah oui, c'est Voilà. parce qu'il ne Voilà. parlait pas un mot de français en arrivant. Mon avis, c'était très certainement très élémentaire. Mais ce qu'il y avait aussi, l'Église préférait mettre les jeunes étudiants chinois dans les collèges plutôt que dans les universités. Pourquoi? Parce que les collèges garantissaient plus un contexte chrétien. L'Église catholique craignait beaucoup que les jeunes Chinois se fassent influencer par les militants marxistes et communistes chinois installés en Europe. Ils craignaient beaucoup ça. Alors ils préféraient les envoyer dans les collèges, où là, l'Église catholique était prédominante. Mais le problème, c'est qu'il devait se rendre compte que le programme d'enseignement n'était pas du tout adapté. Pour moi, c'était presque une absurdité, non? Oui, mais pour l'Église, c'était réconfortant. Mon grand-père Yubin n'a pas eu le choix.
Mais à un moment donné, je lis dans le courrier, je comprends qu'il commence à en avoir assez. Ah, bien sûr. Alors il On le demande, voit dans votre film. voilà, hein. tout à fait, il commence à en avoir assez. Il demande même au prêtre belge d'écrire au directeur de l'école pour l'autoriser à fumer un petit peu. Oui, c'est ça. De l'autoriser à ne pas partir en excursion avec tous les tout jeunes Avec enfants. les jeunes enfants, qu'il parce que aime c'était beaucoup. humiliant. Qu'il aime beaucoup, mais c'était humiliant quand même. Oui, c'était une grande personne, quoi. C'était un jeune adulte, quoi. Et surtout, il demande, je voudrais faire des études d'ingénieur, je voudrais Bien sûr. étudier, donc aidez-moi à trouver une école où je puisse en faire des études. Et progressivement, C'est c'est un comme cri ça. déchirant. Hein. Oui, tout à fait, oui, Qui oui. sortait du cœur. hein. Absolument. Vraiment, moi, Voilà. en regardant Ah oui. le film, Aidez-moi, je quoi. souffre Aidez-moi. pour lui. Aidez-moi. Et finalement, est-ce que ce prêtre-là, il a pu l'aider? Voilà. Finalement, il finit par trouver des écoles en Belgique, qui étaient à l'époque réputées aussi pour tout ce qui était ingénieur, les locomotives. L'industrie belge a été fort présente en Chine aussi. Hein. Donc progressivement, c'est comme ça qu'il arrive en Belgique, puis qu'il finit par arriver à Liège. Et donc, c'est grâce à l'aide de ce prêtre que votre père Mon a grand-père, pu trouver, oui. Mon votre grand-père, oui, grand-père oui. a pu trouver on va dire, un cadre d'enseignement plus adapté. Voilà. Et ouais. à un moment donné, on voit qu'ils se sont plus revus en fait. Voilà. Qu'est-ce ouais. qui s'est passé alors? Alors là, c'est des supposés que je peux avoir Bien en sûr, lisant bah le oui. contexte général. Votre imaginaire. J'ai compris que beaucoup de jeunes Chinois de l'époque ont vraiment conscientisé, ont vraiment compris que l'Église jouait des intérêts très précis. L'Église catholique représentait quelque part le capitalisme européen aussi. C'était le beau visage sympathique du capitalisme européen. À mon avis, la conscience des jeunes Chinois a monté, a monté, a monté. Ils ont pris conscience de ça. À mon avis, mon grand-père faisait partie de cette mouvance-là aussi. Il voulait prendre Puisqu'il un peu était de militant recul, aussi. non? Il voulait prendre de recul. Donc j'imagine qu'il a dû avoir des discussions, puis à un moment donné, un désir de rupture par rapport à tout ce que le Père Lèbre représentait objectivement, indépendamment du côté sympathique qu'il pouvait avoir. Exactement. Oui, on voit que parfois les gens peuvent, on va dire, leur chemin Se séparer se après. séparer tout à fait, à oui. cause des Oui. problèmes idéologiques. Hein. Oui, clairement. Ouais, ouais. Ouais. Alors, pourquoi votre grand-père était-il rentré en Chine sans votre père? À mon avis, là aussi, c'est des supposés et c'est des choses que je comprends. Bien sûr. Et, à mon avis, il y a au moins deux choses qu'on jouait. D'une part, son propre père, Yuran Dong, mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père Voilà. écrivait à mon propre grand-père, lui donnant des nouvelles de la Chine, mais lui demandant aussi j'aimerais bien que tu reviennes. Mon arrière-grand-père écrit à mon grand-père, j'aimerais que tu reviennes. Il était très âgé à l'époque. Mon arrière-grand-père était relativement âgé, mais surtout il était tout seul à s'occuper de l'ensemble de la famille, y compris de sa femme qui était malade, y compris de sa mère qui était très malade. Donc il demande à son fils aîné, mon grand-père, de revenir en Chine. Il a besoin d'aide. Normal. Viens m'aider, reviens m'aider. À mon avis, il y a ça. Il y a une deuxième raison. C'était le seul fils de la famille? Alors c'était c'était pas le seul fils, mais c'est le fils aîné. Ah, le c'est fils important. aîné de la famille, Bah c'est oui, très important. Le pilier de la famille. Le pilier de la famille. Il y a une deuxième raison. À mon avis, mon grand-père devait lire les journaux aussi. Il n'y avait pas Internet, c'est entendu, il n'y avait pas la télévision, mais il devait quand même savoir ce qui se passait en Chine. Donc il devait être inquiet quand même, donc préoccupé aussi. Il y avait cette raison-là aussi. Il y avait une troisième raison, à mon avis. À cette époque-là, mon père est né, c'est un jeune enfant. Et mon grand-père, comme tout être humain, a envie de présenter son fils, son enfant à la famille, à son propre père, sa propre mère, ce qui est tout à fait humain. Tout à fait Donc il y avait humain, raisons, au moins trois raisons. Une quatrième raison aussi. Mon grand-père, en dépit de ses études d'ingénieur, ne trouve pas de travail. Il ne trouve pas de travail. Il ne trouve pas de travail. Comment expliquez-vous ça? Est-ce que c'était parce qu'on était en quelle année alors? Donc on est dans la fin des années 20. Ah oui, de fin des années 20, début années 30, il ne trouve pas de travail. Donc je comprends qu'il survit socialement et que c'est vraiment très dur. Oui. Donc on met toutes ces raisons-là ensemble, je comprends pourquoi mon grand-père désire rentrer en Chine à un moment donné. Mais avec l'espoir peut-être de revenir un jour, c'est entendu. Bien sûr, parce qu'il avait quand même Il avait un fils puis une femme qu'il aimait. Une femme qu'il aimait, on tout le à fait. voit. Hein. Oui. Oui. Et c'était pas une chinoise. C'était pas une chinoise, c'était une Donc belge. il a fait, oui. contrairement à ce que souhaitait peut-être son propre père. Peut-être. Mais la ça, vie... vous n'avez pas d'explication, évidemment. Non, mais là, c'est la vie. Les gens vivent ensemble, ils se Bien rencontrent. sûr. Mon grand-père rencontre une jeune femme chez un normal, glacier. il était jeune, chez un glacier beau. de Liège. Voilà. Elle était jeune et belle. C'est tout à fait normal. Voilà. Hein. La vie. Mais dans le film, on voit qu'à un moment donné, en fait, il a eu envie de rentrer en Chine en emmenant son fils. Voilà. Et finalement, il a changé d'avis. Pourquoi? Alors c'était quand même une opportunité de présenter son fils
à son père. Voilà. C'est une archive que j'ai trouvée 2 jours après la mort de mon père dans un centre d'archives à Bruxelles. Je découvre encore des Vous choses. n'avez pas pu trouver ça dans les lettres qu'il vous a Ça, c'est laissées? pas dans les lettres. C'était pas dans les lettres. Le film s'est construit avec les lettres, beaucoup, On voit mais aussi beaucoup, par des beaucoup de recherches lettres, historiques oui. que j'ai fait dans des centres d'archives. J'ai retrouvé des archives concernant mon grand-père dans les archives de royaume, des archives de la police du royaume de Belgique, des archives de Uli. Enfin, j'ai trouvé plein de choses. Et 2 jours après la mort de mon père, je trouve des lettres de mon grand-père qui est écrit à l'administration belge disant je veux retourner en Chine, je veux prendre mon fils Georges avec moi, l'amener en Chine. J'imagine qu'à l'époque, il a dû en parler à ma grand-mère. Il savait qu'il y avait un contexte révolutionnaire, un contexte de guerre en Chine terrible. Donc j'imagine que ma grand-mère a dû être très inquiète. Elle a dû se dire peut-être, j'imagine la conversation. Bien sûr. Mon chéri, écoute, je comprends ce que tu veux, mais pour moi, je ne veux pas laisser mon fils partir dans un pays en guerre. Donc elle a dû être inquiète. On est en pleine humanité, en fait. C'est de l'humanité pure. Il n'y a pas d'autre raison. J'imagine que c'est ça qui a dû se passer. C'est des choses que vivent aujourd'hui les immigrés, les petits-fils d'immigrés aujourd'hui. Hein, le contexte de guerre, le contexte d'immigration aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose. Ce qu'a vécu Yubin, c'est ce qu'ont vécu des millions d'immigrés aujourd'hui. Des millions d'immigrés aujourd'hui. Donc je me sens très solidaire par rapport à ce que vivent ces gens-là aujourd'hui. C'est poignant. Jean-Christophe Yu, à quel âge avez-vous réellement pris conscience de vos racines chinoises? Eh bien, écoutez, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Je m'appelle Jean-Christophe Yu, donc j'ai un nom chinois. Hein, donc je savais que j'étais chinois. Mais c'est devenu... J'ai intellectualisé les choses de manière formelle en préparant le film. En préparant le film, en réfléchissant sur les archives, en voyant les... Mais on a beau savoir des choses à l'intérieur de soi, quand il faut les formuler, quand il faut les écrire, ça devient autre chose. Mais à l'école, par exemple, est-ce que vos petits copains de classe vous ont fait des réflexions Oui, bien entendu. Alors, donc, oui. C'est quelle est l'origine, d'où tu viens. Justement. Bien entendu, oui, c'est normal, ça, c'est tout à fait normal. Et je me souviens justement, et c'est présent dans le film d'ailleurs. Vous avez quelques anecdotes qui vous font pas... Mais je me souviens que c'était l'époque, donc dans les années 70, j'étais à l'école. C'était l'époque où je regardais beaucoup les imageries venant de Chine populaire. C'était l'époque de la révolution culturelle. Donc c'était, je rappelle, les années 60-70. Hein. Oui, années 60-70. Donc je découvre tout ça et c'est vrai que c'était pas encore intellectuel, mais je développe à l'école primaire une fierté de venir d'un pays lointain et d'un pays qui avait fait la révolution, la grande révolution. Et je me souviens, et je raconte ça dans le film, à l'époque, j'avais dessiné une grande carte de Chine. Vous avez dessiné une carte en on la rouge. voit, hein, Oui, elle est omniprésente dans votre film. Voilà. Hein. Mais c'est un dessin d'enfant. d'enfant. Vous aviez quel âge? J'étais gamin, je devais avoir 10 ans. Donc c'est l'époque où l'ambassadeur de Chine, le premier ambassadeur de Chine en Belgique vient à la maison. On va y venir. Donc là, je me souviens, j'ai eu un sentiment de fierté, donc je viens d'un pays lointain. Je viens d'un pays révolutionnaire, je viens d'un pays gigantesque. La grande Chine populaire, et j'ai dessiné cette grande carte de Chine, et je l'avais montrée à mes copains, mais j'étais fier. Et qu'est-ce qu'ils disaient, vos copains? Ça commence à devenir loin, mais j'imagine qu'ils étaient... J'escomptais sur leur admiration, bien entendu. Waouh, quand même, qu'est-ce que c'est? C'est plus grand que la Belgique, déjà, c'est très loin, et puis la Chine révolutionnaire, je veux dire, c'est aussi des forces révolutionnaires, donc c'est des armées qui se battent, c'est l'imaginaire d'un petit garçon ici. Donc, je parle de l'imaginaire d'un petit garçon. Voilà, c'est très excitant, très excitant. Puis révolutionnaire, ça fait rêver quand même, quoi. La révolution, c'est quelque chose d'important, ça. Donc c'était ça, hein, donc, je venais de là. On va dire votre imaginaire. Oui, mon imaginaire chinois, tout à fait. Voilà. Et puis c'est vrai, ça a évolué. Mais c'est vrai que je voyais chez mon père, des livres, le petit livre rouge, je voyais Pékin Information. On voit ça dans le film. Oui, je raconte ça, oui. Il y a le petit livre rouge, parce que c'était vraiment très en vogue à l'époque, non seulement en Chine, mais aussi en Occident. Bien sûr, partout. Et vous avez eu la curiosité, hein, vous, enfant, d'ouvrir le petit livre rouge. Mais je regardais, mais j'étais fasciné en voyant arriver à la maison Pékin Information, le grand magazine La Chine, le petit livre rouge, puis des livres au sujet de Joris Ivens, qui était un grand ami cinéaste, ami de la Chine.
dans les années 30. Et Donc, puis, vous j'étais parlez de confronté à ça. Han Suu-yin à l'époque. Alors Han Suu-yin, ça faisait partie de mon imaginaire d'enfant aussi. Quand j'étais Tout à fait. en Chine, je connaissais déjà Han Oui. Suu-yin. Ah oui. Et quand je suis venue en France, j'ai pu découvrir ses livres. Et il se trouve elle était belge. Elle était belge Alors, aussi, est-ce oui. que vous, Ah oui. vous avez pu, vous avez eu l'occasion de lire certains de ses récits ou pas, ou vous Oui, étiez j'ai lu, trop petit? oui, notamment Destination Chongqing. J'ai lu quelques livres de Han Suu-yin, moins que mon père, qui en avait beaucoup à la maison. Mais Han Suu-yin faisait partie aussi, je veux dire, des meubles. Absolument. sûr, oui. Oui, et c'était aussi une militante. Elle était Bien très entendu, engagée. très engagée, Elle ouais, soutenait la cause de Mao Zedong. Tout à fait, oui. Ouais. Oui, tout à Alors, fait. pourquoi, lors de leur visite en Belgique, des diplomates chinois sont venus rencontrer votre père? Voilà, en fait, c'est le premier ambassadeur de la Chine populaire en Belgique, début des années 70, qui vient effectivement, qui vient avec sa suite à la maison, chez moi. Je raconte ça dans le film, hein. Moi je rentre de Oui, mais c'est le l'école. début du film. Voilà, Et voilà. c'est passionnant parce que Oui. moi j'ai beaucoup aimé le début du film. Je reviens de l'école vraiment. Hein, Ah oui, vous on va vraiment avec aviez, ma soeur 10 ans Véronique. avec votre sœur. Hein. Voilà. Et je rentre à la maison, je vois des voitures officielles, je suis déjà impressionné. Je vois les voisins. Et puis il y a les voisins qui regardaient. Qui regardent ce qui se passe, quoi. Ils savent pas, hein. Il y avait des motocyclettes, des motos de la police, etc., qui accompagnaient. Et j'entre et je vois des Chinois qui sont en réunion avec mon père. Donc je suis impressionné, je suis un petit garçon. Et je ne Est-ce que comprends votre pas l'époque. père parle chinois? Non, mon père ne parlait pas Justement. chinois. Ah, donc, votre père communiquait avec des diplomates chinois par l'intermédiaire d'un interprète. c'est ça? J'imagine, Oui, je suis oui. petit. Ah, vos souvenirs étaient plus ou moins confus. Voilà, oui. Là, je fais pas vraiment mon grand souvenir, c'est j'ouvre les gens dehors, une voiture de police, t'avais des motards, les voisins qui regardent, puis j'entre et je vois des Chinois qui sont en réunion avec mon père. Ça, c'est ma vision. Voilà. Oui, votre et vision. je ne comprends pas vraiment ce qui se passe. C'est plus tard que j'ai compris ce qui s'était passé. Hein. Et pourquoi justement le premier ambassadeur Voilà. de Chine Alors ça, a tenu à rencontrer votre père? Voilà, alors c'est... Parce que dans le film, vous racontez que votre grand-père, je crois, avait des relations avec un prêtre de Nankin. Je n'ai pas très bien compris. Est-ce que c'était à cause de ça? Non, pas du tout. C'est pas ça. Rien Ça à se voir. passe dans les années 30. Hein. Ça, D'accord. là, c'est vraiment la première partie. C'est une autre partie du film. C'est encore une autre histoire. Mais à l'époque, dans le début des années 70, pour faire court, mon père n'a plus de nouvelles du tout de personne à la famille. Il n'a plus de nouvelles de son propre père. Il n'a plus rien du tout comme information. Donc, j'imagine, puisque mon père fréquentait les amitiés Belgique-Chine, les amitiés France-Chine, était toujours en contact avec la Chine, il apprend le passage du premier ambassadeur de Chine en Belgique. Donc il fait, à mon avis, en sorte que le premier ambassadeur vienne à la maison. Il avait des liens un petit peu avec tous les milieux chinois qui existaient en Belgique. Et l'ambassadeur, effectivement, vient à la maison après avoir été reçu par le roi, après avoir été reçu par le maire, le bourgmestre qu'on dit de Liège. Il vient à la maison pour parler. Je ne sais pas de quoi il parle à l'époque quand je suis petit garçon. Petit, bien Mais sûr. c'est maintenant, c'est plus tard que j'ai imaginé ce qui a pu se passer. J'imagine que mon père a dû poser des questions, essayer de savoir ce qui était devenu son propre père. Exactement, on va y venir plus Voilà. en détail. Alors, votre père, vous parlait-il souvent de votre grand-père? Non, il ne parlait pas. C'était de manière très pudique, très pudique. Et je l'ai compris plus tard. Je l'ai compris plus tard en lisant aussi les lettres, justement. Je me suis rendu compte à quel point les lettres, quand on rentre dans l'intimité d'une personne, c'est très émouvant. Et je me suis rendu compte, j'imagine que mon père a cultivé toute sa vie une sorte de réserve pudique par rapport à ça. Une douleur rentrée, une douleur cachée par rapport à ça. Donc ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile pour lui. Moi, je reste, comme dit, pour faire court, un partisan du 1er octobre 1949. Pourquoi? Je fais partie des dizaines, des centaines de milliers de Chinois qui acclament Mao Tse-tung à ce moment-là. C'est un moment très important dans l'histoire de l'humanité. C'est le moment où enfin le peuple chinois est debout pour la première fois de son existence. C'est un moment magique, un moment très important, un moment symbolique qui a inspiré beaucoup de peuples à travers le monde bien après. Ce moment-là est un moment vraiment fondamental. Je suis un partisan du 1er octobre 1949. Après, il y a l'histoire qui est à écrire. L'histoire est parfois tragique. Je la regrette, elle me touche, d'autant plus que mon propre grand-père en a souffert dans ses tripes, comme des millions de Chinois. Et comment votre propre grand-père a souffert de la période qui a suivi 1949?
Mais là, je l'ai découvert à travers les lettres. Hein, et il disait les choses. Au départ, dans ses lettres, il est très enthousiaste. Il était très enthousiaste. Hein, bien sûr. il incitait même. Si je vais souvenir son exact, il était enthousiaste. Il voulait même que son fils le rejoigne. Oui. C'est ça. Hein. Au départ, et finalement, oui. Oui. Alors pourquoi cet enthousiasme au départ? Mais parce que c'était le triomphe de la Révolution, c'était les promesses d'un monde meilleur, c'était une promesse de justice, de fraternité, de la fin des colonies, du respect du peuple chinois, enfin. C'est un moment important, fondamental, ce moment-là. Fondamental. Mon grand-père y croit, une grand-tante aussi, et là-dedans aussi. J'ai une grand-tante qui a fait partie de la nouvelle 4e armée. Donc, ils se sont investis comme militants communistes aussi. Je viens d'une famille qui est une famille militante. Vous avez 2 tantes, hein, je crois, dont l'une était très engagée dans la lutte communiste, je crois. La nouvelle 4e armée, en l'occurrence. Elle a commencé elle a commencé en faisant des animations théâtrales anti-japonaises dans les années 30, puis elle s'est engagée de plus en plus dans la nouvelle 4e armée. Et donc, à l'époque, si j'ai bien compris, beaucoup de jeunes Chinois croyaient en la cause communiste. C'était un engagement patriotique qui rencontrait forcément de meilleurs objectifs, la cause communiste. Et là, objectivement, Mao Tse-tung et son équipe, pour faire très court, dans des conditions pas faciles, bien entendu, très contradictoires, le travail est extraordinaire. L'engagement militant est extraordinaire. La Longue Marche est une période extraordinaire dans l'histoire de l'humanité, pas seulement de la Chine, dans l'histoire de l'humanité. C'est une période héroïque, je vais dire. Pleine de contradictions, c'est entendu. Hein. Mais le premier 49, je reste un partisan de la révolution de 1949. Absolument, évidemment. Et d'ailleurs, on le voit, on le sent très fort dans votre documentaire, parce que régulièrement, on voit l'image où Mao Tse-tung proclame la fondation de la République populaire de Chine. Et ça vous a particulièrement marqué. J'en suis très fier. Là, je suis à côté de Mao. J'acclame Mao Tse-tung à ce moment-là. Ce qui s'est passé après, c'est une autre histoire. Et le film, en fait, raconte un petit peu tous ces paradoxes-là. C'est un film qui raconte les paradoxes. Comment gérer le fait qu'une famille, parmi des millions d'autres familles, ait vécu l'espoir très fort et en ait souffert par après. Et après, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Quand on met ensemble l'espoir et le drame, qu'est-ce qu'on en tire comme bilan aujourd'hui? Et qu'est-ce que vous en tirez comme bilan, Moi, justement? Personnellement, je suis toujours inspiré de la révolution du 1er octobre 1949. Je suis inspiré par 1917, la révolution d'octobre en Russie. Je reste inspiré par la révolution française de 1789. Je suis de la Commune de Paris. Je suis présent chaque fois qu'il faut saluer des moments importants comme cela, des moments d'émancipation populaire, des moments de fraternité, des moments où le peuple se met enfin debout. Ces moments-là, on ne pourra jamais les reprendre. Ils font partie de l'histoire, ils sont gravés dans le marbre de l'humanité. C'est pour ça qu'en fait, c'est pour ça que vous soutenez la cause de Mao Tse-tung, et symbolisée par la fondation de la République populaire de Chine, parce que pour vous, si j'ai bien compris, et encore une fois, je parle sous votre contrôle, pour vous, la cause communiste de Mao Tse-tung s'inscrit dans l'histoire de l'humanité, dans cette partie de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire lutter pour le respect de l'humain et la dignité du peuple. Est-ce que c'est bien ça? C'est comme ça que je conçois les choses. En 1949, je répète, l'histoire de Chine après, c'est encore autre chose. Ce qui s'est passé par après, c'est encore autre chose. Pour vos auditeurs, je conseille un livre extraordinaire qui m'a servi beaucoup pour mon film. Beaucoup de choses m'ont servi, mais ce livre-là est vraiment très important. C'est un livre qui s'appelle à peu près Mao Tse-tung, Le singe ou le tigre, ou Le singe et le tigre, écrit par un grand historien français qui s'appelle Alain Roux. Alain Roux. Je conseille vraiment de découvrir ce livre, vraiment très intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce livre? C'est pas un livre revanchard d'abord, c'est pas un livre qui peint Mao en noir, et il n'y a pas du noir et du blanc. Les choses sont plus complexes que ça. Beaucoup plus intéressante que cela aussi. Et d'ailleurs, je pense que sa façon de voir les choses rejoint parfaitement le concept philosophique de la Chine antique, c'est-à-dire le yin et le yang. On voit qu'après, donc, votre grand-père est devenu très anxieux. Qu'est-ce qui lui est arrivé alors qu'il était si enthousiaste au début?
Mais on devine Là, les choses. Dans l'histoire post-1949. Tout à fait, oui. Ah, oui. Mais à l'époque où mon père reçoit les lettres de mon grand-père, dans les années 60 en l'occurrence, c'est là que ça commence à devenir dangereux. C'était pas interrompu les... Pas encore, ça va le devenir. Ça va le devenir. Mais au fur et à mesure, les lettres de mon grand-père deviennent, on appelle sibyllines. Il y a des choses qu'il ne dit plus. On le voit. Hein. On sent des silences, on sent des craintes. Progressivement, il commence à dire, donc fin des années 50, début des années 60. Voilà, c'est autour du Grand Bond en avant. Le mouvement des sans-fleurs, non? Il y a ça aussi, ça a commencé par là. Qu'est-ce que c'est que le mouvement des sans-fleurs? Vous pouvez le rappeler brièvement? Le mouvement des sans-fleurs, c'est l'époque où le Parti communiste chinois Mao Tse-tung dit, en gros, que sans-fleurs s'épanouissent, que sans fleurs C'était une bonne idée, non? Au départ, c'est une idée brillante, elle est même très poétique. Mao Tse-tung, c'est quelqu'un de cultivé, c'est pas n'importe qui. Hein. J'en dis beaucoup de choses après, mais les personnages sont complexes. L'histoire est beaucoup plus complexe qu'on ne pourrait croire. Et surtout pour mais un Mao personnage Tse-tung comme lui. Hein. Et la révolution chinoise, 1er octobre 49, fait partie de l'histoire. On ne pourra jamais l'enlever. Après, on discute. La critique historique doit encore jouer son rôle. Mais c'est des choses qui font partie de l'histoire, qui sont gravées. Le mouvement des sans-fleurs, c'est ça, quoi. L'idée est formidable, elle est belle, elle est poétique, que sans fleurs s'épanouissent. Alors, il se fait que beaucoup de jeunes de Chinois de l'époque jouent le jeu. Ils jouent le jeu. Tous les intellectuels jouaient le jeu. Ils étaient même contents. Hein. Contents. Ça y est, c'est extraordinaire. on nous donne la possibilité de nous exprimer. Voilà. Et finalement, qu'est-ce que c'est devenu? Mais ils s'expriment à tel point que ça finit par déranger très fort le pouvoir en place qui, là, organise la répression. Voilà. C'était une occasion manquée extraordinaire. Hein. C'est vraiment dommage. Est-ce que c'est ce qui est arrivé à votre grand-père? Alors, ça tourne, d'après le courrier que j'ai lu, ça tourne surtout autour du Grand Bond en avant. Après le Grand Bond en avant qui a eu des millions de morts, mon grand-père critique le pouvoir en place. Il n'est pas le seul, bien entendu. Donc il a fait un grand maréchal chinois, de roi, tout à fait. Il a critiqué. Il dit à Mao Tse-tung en gros, il lui parle franchement, il se connaissait bien. Il dit en gros, tu sais bien. Deux amis, hein. Tu sais bien que ça ne peut pas marcher. Toi qui étais paysan, il parle. Tu sais bien que ça ne peut pas marcher. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Alain Roux raconte très bien ça. Il raconte très bien ça. Donc Alain Roux parle de la nef des fous. Ça devient du délire. Moi, je me dis parfois que Mao Tse-tung, peut-être aurait-il dû, après la révolution de 49, se retirer, dans les années 50, se retirer comme un sage et laisser d'autres responsables émerger et prendre en charge la conduite et la suite de la révolution, quoi. Mao Tse-tung, pour moi, l'auteur de la grande révolution, de la longue marche, etc. C'est pas tout seul, c'est entendu, c'est très contradictoire, mais pour moi, c'est un meneur d'hommes. Hein. Bien entendu, il faut pas lui. Il y a des choses qui resteront. C'est paradoxal de dire ça. Pour moi, mon grand-père est mort de ça. Mon grand-père est mort. Oui, il est mort dans quelles conditions? Comment avez-vous appris ça? Dans un camp de travail, quoi, hein, comme des millions de Chinois, quoi. Donc, je suis le petit-fils d'une personne qui a souffert de la politique de Mao Tse-tung à la fin. Et pourtant, je fais la part des choses. C'est pas facile, mais la critique historique oblige à faire ça. Parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est, en dépit de tout ça, qu'est-ce qui reste comme espoir aujourd'hui? Pour moi, l'espoir reste grand. Parce que les paris de la révolution, les paris de départ, les paris du communisme tel que je suis communiste, pour moi, restent valables aujourd'hui. La fraternité reste indispensable. Il n'y a pas d'autre moyen pour s'en sortir globalement. Le monde, la planète, on a besoin de ça. La concurrence entre tous, c'est fini, c'est notre mort à tous. Donc les paris fondamentaux de la Révolution, 49, 1789, 1917, ça reste valable aujourd'hui. Ça reste valable aujourd'hui, en dépit de la mort de mon grand-père bien-aimé. Vous ne l'avez jamais rencontré, évidemment. Jamais. Ouais. Et depuis le retour de votre grand-père en Chine, votre père ne l'a jamais revu non plus. Jamais. Il a essayé de le revoir, il a écrit pour ça. Il a essayé. Il a essayé. Il a vécu une frustration terrible toute sa vie. C'est ce qui explique, à mon avis, les silences pudiques de mon père avec moi. Mon avis, il devait garder ça pour lui. C'est peut-être son côté chinois aussi. Les Chinois ont tendance, à mon avis, à cultiver beaucoup de pudeur. À souffrir en silence. Voilà, beaucoup. À mon avis, mon père a gardé tout ça. Il gardait tout ça en lui. Mais c'est très frustrant d'être en rapport avec une personne, de presque la toucher, lire son courrier, c'est intime une lettre, hein, c'est plus fort qu'une photo, c'est plus fort qu'un email, c'est plus fort qu'un SMS. Une lettre écrite à la main, c'est très émouvant de recevoir ça. Donc mon père a cultivé certainement une frustration, une douleur rentrée toute sa vie. Et quand votre père a appris votre projet de film, est-ce qu'il était heureux, ému?
Bien entendu, il était Il vous encourageait, hein. Il m'encourageait, bien sûr. Mais mon grand regret, bien entendu, c'est que mon père n'aura pas vu la fin du film. Il aura vu la préparation du film. Il aura vu les résultats de mes premières recherches. Je lui parlais des dossiers que j'avais trouvés sur mon grand-père, dossiers de police. Je lui parlais de découvertes à Lyon que j'avais fait au sujet de son propre père. Donc je lui racontais ça, je lui donnais le premier scénario. Il a quand même participé. Il a participé au début, voilà, oui, au début. Tout à fait, oui, tout à fait. Mais il n'aura jamais vu le film à la fin. Là, pour moi, c'est un immense regret. Un immense regret. Ouais. Alors, hier, vous avez fait une conférence à la librairie Le Phénix. Et lors de votre conférence, vous avez parlé de votre fille. Et il y a un épisode particulièrement touchant. Est-ce que vous pouvez nous le raconter? Oui, ma fille Fantine, ma petite fille chérie. Oui. Elle a 11 ans. Elle a 11 ans. Ouais. Alors je l'ai mis. Elle a participé, enfin, elle a contribué d'une manière ou d'une autre à votre film. J'avais très peu d'argent pour commencer ce film. Au départ, en fait, les autorités de l'État ne m'ont pas aidé pour ce film. Ils m'ont aidé une fois que le film était à l'état de brouillon. Mais je n'ai pas eu d'aide pour faire le film. J'ai des très petites aides. C'était très vraiment. Ça explique aussi la longueur. Vous avez mis 4-5 ans, ça explique aussi la longueur. J'ai joué avec très peu de choses. Un film de cette taille-là est réalisé en combien de temps? Ça dépend des moyens qu'on a, évidemment. On veut dire, en 2 ans, on peut faire ça. Beaucoup d'enquêtes. Hein. Comme il n'y avait pas d'argent, j'étais au four et au moulin, comme on dit. Bien sûr, le travail de documentation, dans un film d'archives, il y a souvent un documentariste qui est chargé de faire des recherches. J'ai tout fait moi-même. C'est un travail de bénédictin. De bénédictin, vraiment, oui. Une Une longue marche. Une longue marche, tout à fait. Mais alors je racontais ça, alors ma fille, donc, elle a dû m'entendre à un moment donné jurer dans mon bureau. Non, Dieu, j'ai encore un an, comment je vais faire ce film? Oui. Et puis, elle va avoir 6-7 ans à l'époque. Elle n'avait que 6 ou 7 ans. Oui, elle était une petite fille, une petite gamine. Bah oui, elle a grandi. Voilà, elle a grandi depuis. Alors, elle vient près de moi, elle m'a dit, papa, elle avait une petite soucoupe. Et dans ces petites soucoupes-là, il y avait des pièces de 25 centimes, de 50 centimes, des petites pièces de monnaie qu'il avait trouvées par-ci, par-là. Elle a dit, tiens papa, c'est pour ton film, c'est pour ton... Alors je me suis effondré, j'ai dit, oh ma chérie, quel cadeau extraordinaire. Alors, très humain. C'est très humain, elle est solidaire avec son papa, elle veut aider son papa à réaliser son film, avec des petites pièces de 25 centimes comme ça. Alors j'ai décidé de... Comme coproducteur principal du film, il y a les films de Fantine. Les films de Fantine ont participé de manière magistrale, première, je vais dire, à la réalisation du film sur la piste de Yubin. Là, ma fille, oui, précieux. Est-ce qu'elle a pris réellement conscience de ses origines chinoises? Elle a dû les sentir, puisque ça fait des années. Elle a vu le film, bien entendu. Alors, sa réaction? Visiblement, elle était émue. Il y a des choses qu'elle intellectualisera, qu'elle comprendra encore davantage quand elle va grandir. Mais elle a été, à mon avis, émue par le film aussi. Ce n'est pas un film historique stricto sensu, c'est un film qui mélange histoire, considération personnelle, poésie aussi. J'exprime une personne ici. Je suis une personne qui s'exprime en tant que telle et qui fait part de considérations à la fois historiques et tout à fait personnelles, quoi. Des désirs, des regrets. Et finalement, à la fin, pour revenir sur Fantine, un désir très fort, un espoir très fort. À la fin, enfin, on voit des images de ma fille et de ma compagne aussi, qui tiennent un calicot dans une manifestation. Et sur calicot, il est écrit « Résistance, résistance ». C'est le mot d'ordre du jour aujourd'hui face à la déferlante de l'ignominie, de la bêtise, du capitalisme dans son visage le plus cruel, résistance. Donc les paris de 49, de 1789 et de 1917 sont toujours valables aujourd'hui. Et ma fille incarne ça avec un sourire et une beauté et ma compagne magnifique. Voilà. Est-ce que vous êtes allé en Chine plusieurs fois? Je suis allé 2 fois en Chine en 93. Là, je voulais vraiment à ce moment-là rencontrer enfin ma famille chinoise. Vous l'avez rencontré finalement? Alors j'ai rencontré les 2 sœurs survivantes à l'époque de mon grand-père, des cousins, mon demi-oncle, puisque mon grand-père retourné en Chine, s'est remarié, il y a un autre fils, des cousins, je voulais le rencontrer. Un moment émouvant, j'imagine. Oui, bien entendu, oui, tout à fait. Oui. Et la deuxième fois? La deuxième fois, c'était en 2004-2005, quand j'ai accompagné mon père qui présentait un film à la télévision chinoise sur CCTV6. Ah, ça c'est émouvant ça. Voilà. Racontez-nous un peu. Donc c'est un film. C'était à Pékin ou? Alors on est allé à Beijing, à Tianjin. Voilà. Et là, on a été interviewé par une radio à Tianjin justement à l'époque. Pourquoi votre père alors?
Mais mon père avait réalisé un film documentaire, il est un réalisateur, cinéaste, etc. Il a travaillé pour la télévision belge. Votre père Oui. était réalisateur, Oui. comédien, c'est ça? Alors d'abord, il a il fait était- des films, non? Oui. Pour la télévision belge, beaucoup. Il était comédien, oui, théâtre, oui, oui. cinéma, il a notamment tourné pour Jean Renoir, un grand cinéaste français, que j'évoque d'ailleurs dans mon film. Dans votre documentaire, Et voilà. en 1996, mon père a réalisé un documentaire qui parle de la ville de Liège en 2 temps, 1956 et 1900. Il a filmé Liège, notre ville, à deux époques différentes, 1956 et 1986. Mais il a filmé Liège et derrière Liège, il raconte en fait les gens. Mais les gens en général, pas seulement les gens de Liège. Bien sûr. C'est en ce Les sens gens que... Michel Noll, bonjour. Bonjour. Vous êtes producteur, réalisateur et distributeur. C'est vous qui êtes chargé de distribuer le documentaire réalisé par Jean-Christophe Hu qui s'intitule Sur la piste de Uping. Comment avez-vous fait la connaissance de Jean-Christophe Hu? Il m'a écrit il y a 5 ans pour me parler de son projet. Et je l'avais rencontré à Lyon où il était en visite de l'Institut. Et j'ai regardé son projet et je lui dis, vous savez, monsieur Hu, votre projet c'est impossible à faire. Pourquoi? Parce que il fallait tellement d'archives pour raconter son histoire. Je me suis dit, il ne va jamais trouver ça. Alors, quelle a été sa réponse? Sa réponse, elle dit, vous n'êtes pas le premier de me dire ça, mais je suis déterminé à faire le film, donc je vais m'y mettre. Et je lui dis, très bien, bon courage, et quand vous y êtes arrivé, vous venez me voir. C'est ce qui s'est passé quelques années plus tard, c'est ça? Exactement. Donc quand j'ai vu le résultat, j'étais estomaqué parce que c'est vraiment un travail extraordinaire qu'il a pu faire en réunissant des archives de partout et tout en racontant avec des archives seulement une magnifique histoire qui nous raconte l'histoire de sa famille et en même temps un pont de l'histoire chinoise. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce documentaire? C'est précisément l'utilisation sur une durée quand même assez conséquente. Le film fait presque 2 heures. Presque 2 heures. Il ne met en scène que des archives et pourtant on ne s'ennuie pas une seule seconde. Et ça c'est un travail, ça trahit du talent en tant que documentariste. Donc ça m'a beaucoup marqué et depuis, je fais beaucoup d'efforts pour que le film puisse rencontrer son public. Et le film, il est sorti quand? Il est en train de sortir. Ici, il fait partie des écrans de Chine de cette année. Et il sera montré, donc ici, il a été montré à Paris, il sera montré à Rome, il sera montré en Allemagne, en Finlande, en Grèce. Et je voudrais vraiment, à travers ça, créer une attention pour que le film soit vu par les publics, mais aussi dans les universités, auprès des gens qui aiment la Chine et qui ont envie de savoir un peu plus sur la Chine. Quand le film est distribué dans des pays non francophones, est-ce qu'il est montré en version anglaise avec des sous-titres? Comment ça se passe alors? En fait, là, il est montré en version originale, puisque tout le monde parle français, mais on a déjà fait une version anglaise, une version italienne. On est en train de faire une version allemande et une version grecque aussi, selon les pays dans lesquels il va sortir. Donc à chaque fois, on fait des sous-titrages pour que les gens du cru, les gens de ces pays, puissent mieux comprendre l'intérêt du film. Est-ce que la France est la première étape dans votre distribution? Absolument, parce que la France est un pays, d'une part, qui aime la Chine, et d'autre part, qui est peuplé de gens curieux, donc plus qu'ailleurs. Donc quand on lance un film à Paris, souvent les gens en dehors de la France vont dire si ça a marché à Paris, ça risque de marcher chez nous. Ah, si j'ai bien compris, ça fait partie de votre, on va dire, stratégie de distribution. Et la Belgique dans tout ça, le réalisateur du film, il vit pourtant en Belgique. Il vit en Belgique, mais la Belgique n'a pas la réputation en Europe d'être un leader en la matière. Paris ou la France
est en effet considéré comme un leader. Donc, on ne va pas cacher le film en Belgique, bien entendu. Il a déjà eu des projections, des previews, comme on dit, en Belgique. Mais c'est vrai que la vraie sortie du film se fait ici à Paris. Et du coup, comme vous dites, ça fait partie de la stratégie. Ça donne plus de poids au film et à sa carrière. Et donc la France, c'est la première étape. Vous en êtes où alors dans cette première étape ? Nous avons voulu créer une première occasion pour montrer le film, ici, dans le cadre du Festival des écrans de Chine. On va attendre 1 mois ou 2 pour recueillir les retours, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a beaucoup plu au public, pour là-dessus construire une stratégie de sortie salle, une petite sortie qu'on espère faire en mars prochain, ici en France, dans certaines régions de France, et en fonction des résultats de cette sortie-là, on ira dans les autres pays. Et ça va durer combien de temps alors, cette période de distribution en France ? En France, ça va être sur 12 mois, je pense. Voilà. 12 mois. Voilà. Et il sera projeté à part Paris, dans quelle ville française ? On va pas se gêner pas seulement de le montrer dans les grandes villes, Lyon, Marseille, Lille, Toulouse, mais aussi dans les petites villes, parce que finalement le public est très friand de belles histoires, de documentaires, et y compris dans les campagnes. Donc on va vraiment aller dans la France, ce qu'on appelle la France profonde. En parlant de la distribution de ce documentaire à Paris, est-ce que vous l'avez montré au Centre culturel chinois qui se trouve à Paris ? Non, on ne l'a pas encore montré, tout simplement parce que je suis vraiment en train de recueillir des informations pour affiner la stratégie de sortie. Pour ça, j'ai besoin d'avoir des réactions du public qui découvre le film pour la première fois. Souvent, les gens sont étonnés de ce qu'on peut faire avec une histoire familiale, somme toute, mais à travers laquelle on comprend mieux le monde et son histoire. Bien sûr. Alors, ce film-là, est-ce que vous envisagez de le traduire en chinois ? Ce serait formidable de le montrer au public chinois en Chine, non ? Bien entendu, bien entendu. Vous le savez peut-être, je suis un des conseillers du festival de documentaire de Canton, qui s'appelle JZ-Doc, et je ne vais pas me gêner de le montrer. Ceci dit, il faut le traduire d'abord. Évidemment, on va faire une version chinoise. Je pense qu'on va faire deux versions, une version mandarin et une version cantonaise. Et du coup, on va faire là aussi, j'espère, peut-être en 2018, on va le faire voyager en Chine, j'espère. Et parce qu'en fait, il y a beaucoup, à mon sens et à ma connaissance, beaucoup d'histoires comme celle-ci, mais qui ne sont pas forcément racontées. Et peut-être que ça inspire les gens de voir ça pour eux-mêmes chercher dans leur famille les histoires qui pourraient être similaires. C'est comme ça que ce film-là, il prend tout son sens. Absolument. Je pense. Et moi, personnellement, quand j'ai vu le film, je me suis dit, il faut absolument que ce film soit traduit en chinois. Il faut qu'il soit regardé par des Chinois. Pas seulement les Chinois de la génération de mes parents, enfin de nos parents et de nos grands-parents, mais les Chinois, les jeunes Chinois. Je vais vous dire pourquoi. Parce que aujourd'hui, beaucoup de Chinois critiquent Mao Zedong, remettent en cause la fondation de la République populaire de Chine en 1949. Moi, quand j'ai fini de regarder ce film, et je me suis dit, ce film-là explique de façon convaincante le pourquoi de la fondation de la République populaire de Chine. Je suis complètement de votre avis, et d'ailleurs, je vois quelques jeunes Chinois qui ont 20 ans, 25 ans, qui font des études ici à Paris, qui sont venus voir le film. Et ils sont complètement étonnés de voir ça et de se dire mais est-ce que je peux voir plus de films comme ça pour mieux comprendre notre passé, d'où nous venons, et parce que si on ne sait pas très bien d'où on vient, ça va être difficile de savoir où on va aller. Exactement. Et la jeunesse aujourd'hui se pose la question, où est-ce qu'on va ? Mais ça explique quand même la nécessité pour vous de le traduire en chinois et de le montrer en Chine. Mais absolument. Si vous voulez, tout mon travail, c'est je fais venir des films chinois en Europe pour que le public... ça fait déjà partie de votre travail. Absolument. Et c'est pour ça que Jean-Christophe Yu vous a trouvé.
Je pense parce que c'est un peu connu, en tout cas en Europe, mon travail autour de la Chine. Donc les gens qui sont intéressés par ça, ils viennent souvent me voir et j'essaie de les aider au maximum, tout comme j'essaie de faire venir des jeunes réalisateurs chinois en Europe et aussi de donner aux jeunes Européens et aux jeunes Chinois plus d'informations sur nos histoires, parce que si nos histoires ont été différentes, notre avenir est commun. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez parler d'écran de Chine? Les écrans de Chine est un C'est les écrans de Chine. Les écrans de Chine est un festival que j'ai lancé il y a 6 ans maintenant, parce que j'avais très envie de montrer des films de qualité, de documentaires de qualité à un public en France d'abord et en Europe ensuite. Ces films-là ne sont pas montrés par les télévisions parce que souvent les décideurs dans les télévisions se disent ça va n'intéresser personne. Or, je suis convaincu du contraire. Donc j'ai fait la première édition du festival, j'ai fait un accord avec un cinéma sur les Champs-Élysées, le Lincoln, et j'ai pu convaincre le propriétaire de faire un essai. On a montré 12 films pendant une semaine. La première séance, on avait 25 personnes. À la fin de la semaine, on refusait du monde. Donc, j'ai compris que le public est là. Le public a envie de découvrir ce regard sur la Chine qui n'est pas un regard occidental. C'est les Chinois eux-mêmes qui nous racontent leur pays. Et c'est ça qui est particulier dans les écrans de Chine. Donc le spectateur européen, d'abord parisien et ensuite maintenant européen, va découvrir un regard sur la Chine qu'il n'a jamais vu, parce que c'est les jeunes Chinois qui nous racontent leur pays. Souvent, les journalistes, les documentaristes européens vont en Chine, reviennent, nous montrent ce qu'eux, ils ont trouvé en Chine. C'est leur regard. C'est leur regard, c'est intéressant. Bien sûr. Mais, qu'est-ce que pensent les Chinois eux-mêmes de leur réalité, de leur réel d'aujourd'hui? Et ça, personne ne le sait, sauf les Chinois. Donc il faut les aider à nous le raconter pour que nous puissions trouver la Chine authentique et pas la Chine qui est construite à travers des mythes, à travers des préjugés. Parce que moi, ça fait 30 ans que je vais en Chine. C'est un pays merveilleux. Il y a aussi évidemment beaucoup de contradictions, comme n'importe quel pays. C'est normal. Voilà, c'est n'importe quel pays. Mais il y a beaucoup de trésors qui restent enfouis parce que les journalistes européens, quand ils arrivent, ils ne vont pas les chercher. Parce qu'ils ne connaissent, ils savent même pas où ils se trouvent. Et parce que c'est pas non plus leur pays, vous voyez, c'est normal aussi, ça se comprend. Exactement. J'ai imaginé un jeune réalisateur chinois qui vient faire un film en France. Comment peut-il faire un film intéressant sur la France alors qu'il connaît il pas connaît vraiment absolument, la France, voilà. Il ne sait pas où chercher déjà pour commencer. Et il est peut-être moins motivé aussi qu'un réalisateur français. Alors pourquoi Jean-Christophe, lui, il a fait ce film absolument passionnant? C'est parce que ça le touche au plus profond de lui-même. Absolument, il est passionné c'est d'abord l'histoire de sa famille, Voilà. et en fait c'est donc une quête d'identité Exactement. sur laquelle il s'est lancé, que nous avons tous en fait à faire, parce que personne aujourd'hui vraiment est 100% quelque chose. On a tous dans nos familles des racines qui viennent d'ailleurs. Ça c'est le passé. Et demain, on est partout. Le monde devient un seul village, comme on dit. Donc demain, on sera tous un peu de tout le monde. Exactement. Donc il faut se connaître pour ne pas se tuer, comme on dit. Il faut se connaître pour pouvoir s'aimer, pour savoir que voilà une richesse que je peux trouver dans telle civilisation, dans tel pays, auprès de telle personne. C'est ça un peu le travail des écrans de Chine. Les écrans de Chine, si j'ai bien compris, c'est un support pour véhiculer un message de paix. Absolument, un message moi je dirais plutôt un message de dialogue. Parlons-nous. Parlons-nous, nous sommes différents, mais vive cette différence. Parce qu'à cette différence, on peut s'enrichir. Et la prochaine édition des écrans de Chine aura lieu quand? Elle aura lieu en novembre 2017, de nouveau à Paris, à Rome, à Turin, en Allemagne, en Grèce, en Finlande, en Écosse et en Grèce, je l'ai déjà dit. Donc on sera l'année prochaine, cette année on est dans 6 villes d'Europe, l'année prochaine on sera dans 8. Et je vais arrêter quand on sera dans 28 au moins. Voilà. Merci et bon succès.